Le gouvernement américain n'a quant à lui pas décidé d'intervenir. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée sur A24 News. Bonsoir à tous. Comme toutes les semaines, une personnalité politique a accepté de s'installer pendant une heure dans le studio du Grand Oral des GGMO. Et aujourd'hui, c'est un membre de la NUPES. Il est député de l'Essonne et vient également de revêtir une nouvelle casquette puisqu'il est fraîchement porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir Jérôme Guedj. Bonsoir. Merci de passer avec nous cette heure d'émission. Nous allons commenter ensemble l'actualité sociale en France, marquée évidemment par la réforme des retraites, mais aussi celle du Moyen-Orient, puisque vous êtes vice-président du groupe d'amitié France-Israël, et on aimerait avoir votre regard sur la région. À mes côtés pour vous interroger, la crème de nos GGMO, Michaël Darmon, éditorialiste politique avec A24 News. Bonsoir Michaël. À Paris, l'enseignante essayiste Barbara Lefebvre, ainsi que le journaliste Clément Vérénal. Bonsoir à tous les deux. Mais d'abord, place à nos questions cartes sur table. C'est l'information du week-end, le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est la Chine qui a mené ces pourparlers. Et évidemment, pour ouvrir cette émission, j'aimerais avoir votre regard, Jérôme Guedj. Est-ce pour vous une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est toujours préférable quand des pays qui potentiellement peuvent être en conflit, et il l'avait été ces dernières années, ce qui avait provoqué la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, après des attaques, y compris sur des installations pétrolières, après des mises en cause extrêmement violentes. Donc dans la région, tout ce qui peut permettre la désescalade et d'éviter l'embrasement doit être regardé avec bienveillance, mais sans angélisme dans le même temps, parce que on voit bien que c'est des conditions de réel politique qui aboutissent à ça. C'est aussi un signal, un peu négatif, parce qu'on a bien vu, vous venez de le rappeler, que l'annonce a été faite depuis Pékin, que c'est la Chine qui a été à la manœuvre en partie, et ce qui révèle d'une certaine manière le désengagement américain dans la région, la nature a horreur du vide, et quand le grand frère ou l'acteur américain se désengage de la région, d'autres prennent des initiatives. Les atermoiements ces dernières années de la diplomatie américaine ont laissé la place et le champ libre à la Chine. Alors après, du point de vue, et on va probablement y venir, du point de vue d'Israël, c'est forcément un contre-pied au front qui essayait d'être mis en place pour justement pour isoler empêcher Téhéran. L'alliance de cette nature. Pardon ? Pour isoler Téhéran, la politique d'isolement de l'Iran vole aujourd'hui en éclats ? Exactement. Voilà. Moi, j'ai entendu Yair Lapid, le chef de l'opposition en Israël, pointer l'échec que représente cet accord, parce que Téhéran, dans le contexte sur lequel on va revenir, a une sorte de bouffée d'oxygène en montrant que il est capable de construire des alliances de revers. Alors, alliance, c'est pas le bon terme. Le rétablissement des relations diplomatiques, il faut le prendre à sa juste proportion. C'est moins pire que ce qu'était précédemment, mais du point de vue d'Israël, il y a immanquablement une fragilité. Après les accords d'Abraham, l'objectif premier de la diplomatie israélienne, après avoir avancé avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, c'était bien évidemment de pouvoir embarquer l'Arabie saoudite pour isoler un peu plus l'Iran, du fait de la menace explicite que l'Iran exprimait et menaçait à destination d'Israël. Donc on fera le lien tout à l'heure avec la situation interne à Israël, mais il y a probablement là, quand on se détourne des sujets internationaux et qu'on est focalisé sur les sujets internes, il y a
quelque chose qui questionne aussi de la pertinence des choix qui ont été faits par Benjamin Netanyahou ces derniers temps. Alors vous, Jérôme Guedj, avant de parler des choix de Benjamin Netanyahou, je voudrais revenir à l'autre événement du week-end, mais cette fois-ci en Israël. C'est cet attentat qui a eu lieu en plein cœur de Tel Aviv, qui a fait 3 blessés, dont l'un dans un état grave. Attentat revendiqué par le Hamas. Je vais rappeler que vous êtes vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Quelle est votre réaction après cet attentat ? C'est évidemment de l'effroi, comme à chacun des attentats qui malheureusement depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois endeuillent Israël et qui confirment que la menace terroriste demeure extrêmement vivace. Là, la revendication explicite par le Hamas confirme, si besoin en était, que il demeure un ennemi, un adversaire résolu, qui n'hésite pas à recourir à ces méthodes terroristes qu'il faut évidemment condamner. Donc solidarité et soutien à toutes celles et tous ceux qui ont à vivre cette menace et dans leur chair et évidemment les endeuillés. Et moi je voulais ajouter que on a parfois oublié le Hamas comme point de cristallisation, que ça renvoie à la surenchère et à la guerre de positionnement au sein des dirigeants palestiniens. Et qu'il faut pas perdre de vue, en effet, que le Hamas continue à être un danger, une menace. Vous voulez dire qu'on est trop occupé à regarder le devenir de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne ? C'est-à-dire que la fragilité de la vie politique palestinienne, l'absence d'organisation d'élections, le fonctionnement très rabougri, recroquevillé sur lui-même, autocratique des dirigeants palestiniens, accapare en effet une partie de l'attention et le Hamas cherche à renforcer dans ce contexte ses positions. Et les attentats ces derniers temps, moi je ne veux pas donner de lecture exagérée, mais j'ai le sentiment que le Hamas avait aussi besoin de prendre date dans ce mouvement-là pour ne pas laisser des franges encore plus radicales tirer, si tant est qu'on puisse le faire, les bénéfices de cette opposition et de ce recours au terrorisme. Alors au moment de cet attentat, Benjamin Netanyahou, lui, était en train d'atterrir en Italie. L'Italie qui, comme la Hongrie, songe à déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. La France devrait ou pourrait suivre ? Vous savez, la position de la France, elle est inchangée et moi je la partage. Qu'aujourd'hui, il peut pas y avoir, pas inverser l'ordre des choses. Le jour où nous avancerons dans une solution à 2 États, qui peut-être demeure aujourd'hui encore plus un peu irréaliste, un peu rêvé, mais moi je ne suis pas favorable à ce que on bouleverse et on perturbe par une décision symbolique, entendable parfaitement du point de vue de la réalité de l'État d'Israël, mais c'est mettre la charrue avant les bœufs, si vous me permettez l'expression, parce que ça porterait atteinte à la manière dont on doit concevoir la place de Jérusalem le jour venu dans une solution pacifique. Et moi je préfère aujourd'hui le statu quo plutôt que de planter des drapeaux sans avoir cherché à avancer dans la solution qui, je le redis, est un peu désespérante à être atteinte aujourd'hui pour tous ceux qui sont attachés à la recherche d'une paix juste et durable. Mais moi je veux pas être de ceux qui se résignent et qui acte une situation de fait et qui inscrirait dans la durée l'impossibilité d'aller vers cet objectif qui doit demeurer notre préoccupation. C'est votre préoccupation, Jérôme Guedj. Tout à l'heure, vous condamniez également l'attentat. Pourtant, au sein de la NUPES, on a l'impression que la condamnation du terrorisme n'est pas non plus la norme. Certains de vos collègues font des conférences avec le BDS, d'autres accueillent Salah Hamouri à Paris en héros. Vous l'auriez accueilli ? Non, parce que je vais vous dire, moi, d'abord, je veux bien qu'on parle de la NUPES. Il y a des divergences d'appréciation. Moi, j'ai eu l'occasion, quand malheureusement l'occasion s'en est présentée, de dire avec force les désaccords que je pouvais avoir avec certaines prises de position. Je pense notamment à la résolution qui avait été présentée au début du mois de juillet, qui voulait
affirmer le caractère de régime d'apartheid de l'État d'Israël ou légaliser les démarches du BDS et du boycott. Donc nous avons des divergences d'appréciation. Moi, je suis pas comptable et redevable de ces prises de position. D'ailleurs, elles ne figuraient pas, évidemment, dans l'accord que nous avons conclu au mois de mai à l'occasion des élections législatives. Et le rôle que moi j'essaye d'avoir avec d'autres, c'était le cas au moment de cette prise de position, de montrer le caractère inopérant, injuste, stigmatisant d'un certain nombre de prises de position, et qu'à chaque fois que mais vous êtes minoritaire aujourd'hui dans la NUPES à dire ça ? C'est celui que je rappelais tout à l'heure. Pardon ? Vous êtes minoritaire aujourd'hui dans la NUPES à être sur cette ligne-là ? On a l'impression qu'il y a deux NUPES aujourd'hui. Une NUPES qui condamne Israël et une autre NUPES qui est la vôtre, mais on ne sait pas où elle est, est-ce qu'elle existe encore, qui semble être dans une voie moins accusatoire vis-à-vis d'Israël. Non, mais il ne s'agit pas d'accuser Israël en tant que tel. La légitimité de l'État d'Israël est absolument incontestable. La critique de ses gouvernements, comme pour tout État, est toujours légitime. Mais dès que ça va emprunter des canaux d'une stigmatisation, d'une délégitimation, et c'était la raison pour laquelle je m'étais insurgé contre cette résolution, parce que le recours au terme d'apartheid, pour moi, il avait une conséquence terrible. Il essentialisait le conflit israélo-palestinien, la confrontation de deux nationalismes, en changeant de nature, parce qu'un apartheid, c'est la domination d'un groupe racial sur un autre, et donc ça devenait un problème entre les juifs et les arabes, entre les juifs et les musulmans. Et moi, du point de vue de parlementaire français, non seulement je considère que c'est inopérant au regard de la situation en Israël, au regard de l'objectif de retrouver le chemin du dialogue et de la recherche d'une paix juste et durable, mais aussi comme parlementaire national, parce que moi je suis toujours attentif au risque d'importation du conflit, et que dès l'instant où on va essentialiser, racialiser ce conflit, et expliquer que c'est donc un problème entre les juifs et les musulmans, entre les juifs et les arabes, alors on peut se retrouver ici dans le débat national, mais qui l'importe, des membres de la NUPES des uns et des autres. Comment qui l'importe, des membres de la NUPES ? De tous ceux qui jouent avec le feu, parfois en ayant une instrumentalisation de ce conflit et une importation de celui-ci. On a vu dans le passé, j'ai le souvenir de la deuxième intifada, des conséquences que ça a eu extrêmement concrètes sur les relations entre les différentes communautés dans le pays. Et ça, c'est absolument à proscrire. Et donc, il y a un risque, en utilisant ces termes, d'aucuns partent d'une, allez, on va dire, je vais mettre beaucoup de guillemets, d'une bonne intention. Ils considèrent qu'il n'y a pas eu d'effet dans le débat international, dans le droit international jusqu'à présent, et qu'il faudrait franchir une étape supplémentaire en procédant à cette analogie avec ce qu'a été l'Afrique du Sud dans le passé, et méconnaissant la complexité et la réalité de la situation israélienne aujourd'hui. Donc pour répondre franchement, parce que moi j'ai lu de pas les questions, il y a des cœurs et des esprits à continuer à convaincre dans l'ensemble de l'opinion publique, sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée aussi, hein, parce que on peut retrouver chez d'autres ce type d'interrogation, mais singulièrement à gauche, je fais partie de ceux qui considèrent que on n'a absolument rien à gagner à vouloir être plus royaliste que le roi, si j'ose dire, et à plus palestinien que les Palestiniens. Fuite en avant à la fois sémantique dans les prises de position. Bien. Jérôme Guedj, voilà pour nos questions cartes sur table. On reviendra tout à l'heure sur des questions autour de la région. Mais d'abord, parlons de ce qui se passe au même moment en France. Et c'est avec vous, Mickaël Darmon. Oui, bonsoir Jérôme Guedj. Une autre des informations concernant effectivement ce week-end, c'est la publication de l'équipe dirigeante, la nouvelle équipe dirigeante donc d'Olivier Faure qui est à la tête du Parti socialiste. Vous en êtes maintenant un porte-parole. Alors, je m'adresse aussi au nouveau porte-parole donc du Parti socialiste. Quand vous entendez dans le cadre du conflit sur les retraites, Jean-Luc Mélenchon qui appelle à l'usage de la force frontale pour continuer à lutter contre ce projet de réforme, est-ce que vous êtes solidaire de cet appel ? Est-ce que c'est pas au fond également un danger pour la démocratie ?
Alors, je n'ai pas compris dans la formulation de Jean-Luc Mélenchon que c'était un recours à la violence. Par principe, la violence dans le débat politique, elle est à proscrire, qu'elle soit verbale, symbolique et évidemment physique. Et d'ailleurs, on peut se féliciter que... Oui, mais la force, c'est la force de la mobilisation, c'est la force de c'est la combativité, c'est le fait qu'on a encore au Parlement à mener la bataille et rien n'est assuré. Et le gouvernement hésite, flotte, se rend compte qu'il n'a pas de majorité parlementaire et peut-être qu'il sera contraint de recourir au 49.3, ce qui serait une forme de violence démocratique. Et quand j'utilise ce terme, c'est naturellement pas je donne pas crédit aux questions relatives à la force physique. La détermination du mouvement social, c'est la seule chose qui peut faire plier le gouvernement. Et la force dont on doit faire preuve, c'est de ne pas se résigner. Il table en effet sur une forme de résignation, de défaitisme, mais semaine après semaine, la mobilisation existe. Elle est en fonction des moments plus ou moins importantes, mais ça fait quand même 7 journées de mobilisation, un rejet dans l'opinion publique qui demeure extrêmement fort, et en face un gouvernement qui veut rester droit dans ses bottes. Et effectivement, mais là aussi, pour revenir à votre... Jérôme Guedj, oui, pardonnez-moi, je comprends, on va continuer, mais juste pour préciser, quand vous dites qu'effectivement le gouvernement va aller au 49.3, ça veut dire sans vote, mais s'il n'y a pas eu non plus de vote sur l'article 7 de cette réforme concernant le départ de l'âge légal, c'est bien aussi parce qu'il y a eu un travail d'obstruction de la NUPES qui a empêché que ce vote et que ce débat puisse avoir lieu. On a déjà exprimé le désaccord. Vous avez dit un travail d'obstruction de la NUPES. On a déposé chacun des groupes parlementaires un nombre significatif d'amendements, mais non pas pour faire une obstruction. L'obstruction parlementaire n'avait pas de sens en l'espèce, puisque c'est un texte qui de toute façon était limité dans le temps du fait du recours à ce fameux article 47.1 de la Constitution qui limitait à 20 jours les débats à l'Assemblée nationale et à 50 jours au total. Nous, les nombreux amendements qu'on a déposés, ils étaient destinés à montrer que le gouvernement avait le choix dans la palette des réponses à apporter à un déficit du régime de retraite qu'on ne conteste pas, mais lui, il a fait le choix de lever un impôt sur la vie des gens, 2 années de travail supplémentaires, au lieu d'aller chercher la douzaine ou la quinzaine de milliards sur les 350 milliards de prestations retraite qui sont versées chaque année. Et il y avait des propositions alternatives de financement qui n'auraient pas fracturé le pays. Et c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, on n'a pas pu aller à l'article 7, contrairement à l'objectif que nous avions initialement, du fait du choix du groupe de la France Insoumise de maintenir ces amendements, alors que les 3 autres groupes, communistes, écologistes et socialistes, avaient le mercredi soir ou le jeudi matin retiré l'ensemble de ces amendements. On a déjà exprimé la divergence, le désaccord stratégique sur ce point, mais vous savez qu'il n'enlève rien, parce qu'on avait largement abordé aussi ces questions tout au long du débat sur à la fois cette mesure d'âge et donc l'article 7, le passage à 64 ans, mais aussi les autres mesures. Vous savez, on a beaucoup parlé des fameux désormais 1200 € de pension minimale. Oui, ça venait effectivement plus tard, une erreur de communication. 10, ça n'a pas empêché qu'on les a abordés. Absolument, c'est effectivement d'ailleurs le gouvernement. La communication du gouvernement sur ce point avait été catastrophique. Absolument. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi pendant ce débat, c'est de voir, et vous venez au fond de le dessiner vous-même, c'est que on a quand même assisté en direct pendant ce débat avec ces divergences, je dirais, à pratiquement l'acte de décès de la NUPES. Qu'est-ce qui vous réunit aujourd'hui? Je sais que vous êtes beaucoup à essayer, sais que vous êtes beaucoup à espérer, à guetter, personne n'espère rien du tout. L'éclatement de la NUPES. C'est un fait politique. Par exemple, les élections européennes se préparent là cette année. On voit bien que les écologistes vont aller de leur côté, que du côté, d'ailleurs, je vous pose la question, qu'est-ce que va faire le Parti socialiste, et que les insoumis ont le plus grand mal à faire appel à une liste commune. Ce sera bien la fin de cette alliance électorale. Alors, Michaël Darmon, vous mélangez plusieurs temporalités. La NUPES était un accord électoral conclu au moment des élections législatives, avec un accord sur des élections, sur des répartitions dans les circonscriptions, et avec un programme de gouvernement destiné à exercer le pouvoir. Aujourd'hui, la NUPES, c'est un lieu de coordination du travail que nous avons à mener à l'Assemblée nationale et dans le pays. C'est pas un parti unique, la NUPES. Nous avons un intergroupe, nous n'avons pas un groupe commun. Il n'y a pas un parti politique qui s'appelle la NUPES. LFI vit sa vie, les écologistes, les communistes, les socialistes.
Alors, j'entends ce que vous dites, Jérôme Guedj, mais alors pourquoi y a-t-il des appels réguliers de la part de notamment de Manuel Bompard pour dire faisons une liste commune? C'est bien que lui, il veut une temporalité aussi liée aux élections européennes. Non mais je vous parlais des différentes temporalités. La question qui se pose aujourd'hui à la NUPES, c'est sorti de l'accord programmatique et électoral pour les élections législatives, est-ce que cette démarche de rassemblement de la gauche et des écologistes peut et doit se maintenir au-delà de la seule du seul accord sur les élections législatives? Moi, je vais vous dire mon sentiment. Je suis favorable au rassemblement de la gauche et des écologistes le plus largement possible et le plus souvent possible, parce que on a désespéré les électeurs de gauche, on a désespéré, y compris, je pense, une partie du débat démocratique en France, à avoir une gauche pulvérisée, éclatée, qui passait plus de temps à mettre en exergue les différences et les divergences légitimes qui peuvent exister entre les uns et les autres, en se neutralisant. Et pour les européennes, moi j'ai toujours dit que vérifions ceux des points qui peuvent permettre de construire une liste commune. Si jamais elle n'est pas possible, et on a eu une fin de non-recevoir des écologistes assez rapidement, moi j'aurais préféré qu'on explore les chemins pour pouvoir construire une liste commune, ne serait-ce que pour voir s'il y a eu des bougées sur les positions des uns et des autres. Si c'est pas possible, ben tant pis, on pourra pas le faire. Hier, au Conseil national du Parti socialiste, Olivier Faure, on a lancé une convention sur les questions européennes pour avoir justement la position arrêtée des socialistes, construire le rassemblement avec d'autres partenaires, Place Publique et d'autres pour les élections européennes. Moi, je pense que ce serait un meilleur signal que d'arriver le plus large au scrutin, parce que il y aurait quelque chose d'un peu contradictoire de dire aux gens qu'on a été capable de travailler ensemble au moment des législatives, de s'opposer ensemble, par exemple, comme on le fait sur la réforme des retraites, et de revenir à la situation d'avant comme si de rien n'était. Parce que ça a été simplement une alliance électorale, tout simplement temporelle. Ce sera le mot de la fin de cette première partie. C'était une alliance électorale, mais c'était aussi l'embryon de ce que doit être le rassemblement de la gauche et des écologistes, qui doit vivre jusqu'aux prochaines échéances nationales. Jérôme Guedj, je vous coupe, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la seconde partie de ce grand oral. Merci Michael Darmon d'avoir été avec nous. Dans un instant, question avec Barbara Lefebvre et Clément Vérénal. À tout de suite. Jolie voiture. Pas mal non plus la vôtre. C'est vert. C'est bleu. Non, il a raison, c'est vert. Allons-y. Vraiment bizarre. En 2023, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 dès 129 € par mois sans condition de reprise. Si Gérard et Françoise ont fait 1 heure de route pour aller manger une gaufre, ce n'est pas parce qu'ils ont une assurance auto qui intervient rapidement partout en France. Non, c'est parce que c'est ici qu'ils se sont rencontrés. Avec l'assurance Auto Alliance, bénéficiez aussi d'une assistance 24 heures sur 24 et de 3 900 garages partenaires pour la réparation de votre véhicule sans avance de frais. Et en ce moment, jusqu'à 2 mois de cotisation offerts sur l'assurance auto. Vous le savez, les grandes innovations naissent souvent dans un garage. Aujourd'hui, découvrons la conduite autonome de niveau 3, bientôt disponible chez Mercedes-Benz. Cette future innovation va vous laisser sans voix. Il suffira d'activer Drive Pilot et notre système intelligent prendra les commandes pour une conduite parfaitement détendue. Magique, n'est-ce pas? Une des nombreuses innovations de... Absolument. La maison Édouard Naoum est entourée de gens passionnés, sertisseurs, joailliers, de créateurs. Tous nos diamants, nos pierres précieuses sont sélectionnés dans nos ateliers et tous nos bijoux sont fabriqués en France. La maison Édouard Naoum, un des seuls ateliers français à maîtriser toutes les étapes de fabrication. Polissage, sertissage,
Pour en savoir plus, rendez-vous sur edouardnaum.com. Et si vous nous rejoignez ce soir, c'est Jérôme Guedj, porte-parole du Parti Socialiste fraîchement nommé, qui passe le grand oral des GGMO en duplex avec nous depuis Paris, également député de l'Essonne, vice-président du groupe d'amitié France-Israël. À Paris, Barbara Lefebvre et Clément Vérénal, à qui je vais maintenant céder la parole, qui ont attentivement écouté les questions de Michael Darmon juste avant la pause. Et on va continuer justement sur cette thématique de la situation en France. Barbara Lefebvre. Oui, Jérôme Guedj, on est en tout cas, vous et moi, d'accord sur le fait que cette réforme est absolument calamiteuse et qu'il est important que l'immense majorité qui s'exprime aujourd'hui dans les rues et qui est contre cette réforme puisse être entendue. Or, on est face aujourd'hui à un problème démocratique majeur. On a eu des conditions de la campagne électorale présidentielle qu'on connaît, une élection au second tour, encore une fois, par rejet et non pas par adhésion, et on a quand même eu une réaction citoyenne au moment des législatives de juin 2022 pour remettre les pendules à l'heure au niveau de M. Macron et de lui expliquer que, effectivement, on va dire les 44% du premier tour, si on ajoute le Rassemblement National et la France Insoumise, qui étaient opposés à Emmanuel Macron, et si on y ajoute Madame Pécresse, c'est-à-dire 32%, on avait là une confrontation qui est exactement la confrontation qu'on retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc on a une Assemblée nationale qui aujourd'hui est extrêmement représentative de classes populaires et de classes moyennes qui sont massivement hostiles à M. Macron, se répartissant entre la France Insoumise et le Rassemblement National, et on va dire un gouvernement des élites avec M. Macron et sa béquille LR. Or, qu'est-ce qu'on a vu au moment où il y a eu des possibilités de faire avancer des points essentiels pour l'intérêt général, le référendum, des motions de censure, à ce moment-là, il y a eu une impossibilité pour l'opposition de se rassembler pour mettre en échec le gouvernement, l'exécutif, et mettre en échec M. Macron. Est-ce qu'à un moment, puisqu'on entend maintenant M. Martinez, M. Berger appeler au référendum, vous appelez au référendum, le Rassemblement national appelle au référendum, est-ce qu'à un moment donné, il ne pourrait pas y avoir un geste de bon sens vis-à-vis aussi de la NUPES pour essayer de voter des motions de censure ou voter des demandes de référendum qui puissent aboutir dans l'intérêt des Français et non pas dans l'intérêt partisan de tel ou tel parti, d'autant plus qu'on le voit, on risque d'avoir un Rassemblement national qui va continuer à monter face au comportement parfois étonnant d'LFI. Alors, Barbara Lefebvre, en fait, dans votre question, vous n'allez pas au bout de la formulation. Vous êtes en train de nous dire, vous auriez dû voter les initiatives du Rassemblement national qui allaient dans le sens de la demande d'un référendum ou voter les motions de censure déposées par le Rassemblement national. Le problème qu'on a avec le Rassemblement national, et singulièrement sur cette question relative aux retraites, c'est que personne ne connaît la position du Rassemblement national. Elle a été très fluctuante, très variable. Ils n'ont pas pris de position sur, notamment, ils n'ont pas soutenu toutes celles des propositions que nous avions faites pour montrer qu'il y avait d'autres sources de financement pour équilibrer le régime de retraite. Et donc moi, je le dis avec beaucoup de franchise, je ne suis pas là pour donner le point d'une victoire politique au Rassemblement national au moment où il, de manière dans une sorte de stratégie du coucou, se mettrait en première ligne. C'est ce qui s'est passé au moment du vote d'une motion référendaire, puisqu'elle avait été tirée au sort de manière d'ailleurs assez alambiquée, alors qu'on avait un plus grand nombre de signataires d'une motion référendaire déposée par l'ensemble de la gauche. Accessoirement, on savait que cette motion référendaire, à ce moment-là, n'avait aucune chance d'aboutir. Mais là où je peux vous rejoindre, c'est qu'aujourd'hui, face à l'impasse démocratique que vous avez rappelé, le hiatus entre ce côté entêté
du président de la République qui croit que son score au premier tour et au deuxième tour de l'élection présidentielle lui donne un chèque en blanc pour faire ce qu'il veut, alors qu'en face de lui, il a un spectre assez large qui va en effet de la gauche radicale jusqu'aux gaullistes sociaux qui s'opposent à cette réforme des retraites. Et donc la seule sortie par le haut, et moi je m'inscris dans les propos ce matin dans le JDD de Laurent Berger, c'est en effet de demander de trancher le débat par référendum. Et au lieu de ça, on va probablement avoir un acte de brutalité démocratique qui sera à nouveau un 49-3 et qui, en l'espèce, sera un acte d'extrême faiblesse et un aveu de l'impossibilité à la co-construction. Il n'aurait même pas réussi à co-construire avec les Républicains, là où il pensait que ce mot-là, cet accord-là, alors vous appelez ça le gouvernement des élites. Moi, je nous invite collectivement à pas utiliser une partie de cette sémantique. D'abord parce qu'elle ne recouvre pas totalement la réalité et parce que elle donne du crédit à quelque chose qui, moi, ne m'intéresse pas dans le débat politique, qui serait de dire qu'il est aujourd'hui structuré principalement par un clivage entre les élites et le peuple, là où je pense que ces derniers temps, on a la réhabilitation du bon vieux clivage gauche-droite qui est plutôt fécond dans notre démocratie et que je préfère voir comme tel. Barbara. Mais Jérôme Guedj, je comprends ce que vous dites. Néanmoins, ce qui compte, c'est parfois quand la situation est gravissime, et pour moi elle est gravissime aujourd'hui, ce qui compte c'est la fin et pas vraiment les moyens. Bien sûr, on est d'accord, le Rassemblement national n'est pas clair sur le type de réforme qu'il souhaite des retraites, et il y a la stratégie du coucou. Mais l'objectif, c'est d'obtenir ce référendum. Lorsque vous avez appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour, vous saviez qu'il y aurait la retraite à 65 ans, vous saviez exactement quelle allait être la brutalité de sa façon de gouverner. On l'a vu de 2017 à 2022, et même en plus, vous l'avez connu à l'époque de François Hollande, donc vous êtes quand même bien placé pour savoir comment il se comporte. Vous avez quand même appelé à voter pour lui, en dépit justement précisément du seul point de programme qu'il avait, qui était la réforme des retraites. Donc à un moment donné, vous avez choisi la fin et pas les moyens, c'est-à-dire la fin c'était éviter que Marine Le Pen soit élue, et vous avez choisi de vous boucher le nez et de voter pour lui. Très bien, refaites-le ici sur les référendums. Vous vous bouchez le nez parce que ça vient du RN, mais au moins l'objectif c'est qu'on obtienne, que le peuple français obtienne ce référendum. Alors, vous savez, quand j'ai appelé à voter au deuxième tour pour Emmanuel Macron comme d'autres, c'était en effet pour empêcher l'élection de Marine Le Pen, mais avec l'espoir peut-être naïf qu'Emmanuel Macron ne se mettrait pas dans cette logique de toute puissance. Il avait d'ailleurs dit lui-même dans l'entre-deux tours ou au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle qu'il avait compris que ce vote-là l'obligeait. Il s'est assis dessus, il s'est assis sur cette première promesse qui est de dire je dois tenir compte de la nature de mon élection et ne pas considérer, je le redis, que c'est un blanc-seing, un chèque en blanc sur son programme du premier tour. C'est la faute politique originelle d'Emmanuel Macron. La deuxième faute politique d'Emmanuel Macron, c'est d'aujourd'hui considérer que son meilleur adversaire, celui qu'il veut mettre en scène. Écoutez, moi j'ai peut-être là aussi la foi dans une certaine conception du débat démocratique et donc la sanction qui peut arriver. Pour être très concret, si ils font 49.3 dans les jours qui viennent, alors il faudra qu'il y ait une motion de censure. Et moi je souhaite à ce moment-là que la motion de censure, parce qu'on oublie trop souvent que le premier effet d'une motion de censure, c'est pas de renverser le gouvernement, ça c'est la conséquence institutionnelle, elle est prévue. C'est pas une dissolution, ça c'est un choix premier du président de la République. La première conséquence, c'est que le texte est rejeté. Donc s'ils font 49.3, alors oui, il faudra une motion de censure qui permette de rejeter le texte, parce que ce serait le seul moyen d'obtenir le rejet du texte. Et après, la solution alternative, si le président veut persévérer dans le choix de mettre sur la table une question sur les retraites, il faudra en effet la faire trancher par référendum. Mais avant, on peut aussi convaincre à partir de l'opinion publique qu'il n'y a pas besoin de repousser de 2 ans l'âge légal et qu'on peut aller chercher les financements en élargissant l'assiette des cotisations sociales, en taxant les super-profits ou les dividendes, en revenant sur des dispositifs injustes qu'on n'a pas du tout mis sur la table, les retraites chapeaux, les distributions gratuites d'actions, autant de dispositifs. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et trouver 13 ou 15 milliards d'euros, c'était une simple question de volonté politique. Le président a souhaité ne pas emprunter cette voie parce qu'il n'est pas dans une logique de partage de la richesse dans le pays et il a préféré lever cet impôt sur l'ensemble des salariés. Jérôme Guedj, voilà pour ce que l'on pouvait dire ce soir autour de la réforme des retraites et vos positions. Il nous reste un petit peu plus d'un quart d'heure et on a encore quelques questions diplomatiquement incorrectes à vous poser sur l'actualité internationale.
Et peut-être d'abord revenir pendant quelques questions sur votre regard sur la situation en Israël avec Clément Vérénal. Oui, bonjour Jérôme Gage, j'ai écouté attentivement la première partie. Alors justement, j'ai 2 ou 3 questions à vous poser. D'une part sur l'Iran, hein, on le sait, on l'entend partout, l'Iran est, d'après ce qu'on entend dire, sur le point d'être en mesure de posséder l'arme nucléaire après des années de déni qui n'abusaient personne, des années de déni et de tergiversation. Alors, à qui la faute? Est-ce que c'est la faute, selon vous, à Donald Trump? Est-ce que c'est la faute aux Iraniens, qui ont été d'une mauvaise foi absolue? Est-ce que c'est la faute aux Occidentaux? Ou est-ce que c'est la faute à Benyamin Netanyahou, comme vous sembliez l'insinuer? Non, c'est d'abord la faute aux Iraniens et au régime iranien actuel. Et ça me permet de dire que je trouve que nous manquons de courage diplomatique, de mobilisation des opinions publiques au regard de la situation interne en Iran aujourd'hui. On a, depuis l'arrivée, depuis que cet État est devenu théocratique, le plus grand mouvement d'opinion publique en Iran et au nom d'une réelle politique que je trouve peu courageuse, je déplore que nous ne soutenions pas davantage les oppositions internes à l'Iran et le changement de nature de régime. L'Iran sera toujours là, les Iraniens seront toujours là. Le problème, c'est les dirigeants iraniens, c'est la ligne politique qui est la leur, et c'est leur obsession sur notamment Israël. Et donc la responsabilité première cette course vers le nucléaire militaire en Israël, c'est ces dirigeants iraniens. Et donc raison de plus pour essayer de les fragiliser. Si on doit chercher, puisque vous avez fait un inventaire à la Prévert des responsabilités des uns et des autres, en 2015 il y a eu un accord. Et à partir de 2018, la décision des États-Unis, de Donald Trump singulièrement, a affaibli pour partie cet accord. Et donc je disais tout à l'heure, qu'il y a une part de responsabilité de la pression que les États-Unis pouvaient mettre sur ces questions-là. Et quand je mettais en cause le gouvernement Netanyahou, c'était moins dans l'opposition et dans l'objectif d'éviter l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran, parce que du point de vue d'Israël et du point de vue de tous ceux qui sont attachés à la sécurité internationale, on ne peut pas avoir un État qui revendique son objectif de destruction d'un autre État et qui cherche à acquérir l'arme ultime pour pouvoir le faire. Donc, il est normal que la communauté internationale s'inquiète et qu'au premier rang desquels la cible potentielle qu'est Israël soit en première ligne. Là où je mettais en cause Benyamin Netanyahou, c'était sur le desserrement de la contrainte internationale sur l'Iran, qui a pu être en capacité avec la reprise des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, d'avoir une sorte de bouffée d'oxygène et sortir de son isolement, singulièrement sur la scène du Moyen-Orient. Parce que si Israël est la première cible potentielle d'un Iran nucléarisé, si j'ose dire, la deuxième cible, c'est l'Arabie Saoudite au regard de l'approvisionnement en pétrole pour l'ensemble de la planète. Et c'est ça qui avait un caractère déflagratoire. Donc d'un côté, c'est bien qu'il y ait une désescalade. Le seul problème, c'est que dans tout ça, Israël ne bénéficie pas directement ou indirectement de cette désescalade. Clément. Mais tout à l'heure, vous sembliez déplorer qu'il n'y ait pas dans le monde de stratégie, vous disiez courageuse face aux velléités nucléaires de l'Iran. Mais est-ce que s'il y a bien une stratégie qui est courageuse, est-ce que c'est pas celle d'Israël qui, depuis de quelques années, voire quelques décennies, fait tout, y compris militairement, pour s'opposer aux ambitions nucléaires de l'Iran? Alors, est-ce que cette stratégie courageuse d'Israël est-elle assez soutenue, notamment par les Occidentaux, notamment par la France? La réponse est non. C'est-à-dire qu'Israël ne peut pas être tout seul, comme c'est la cible d'une menace exprimée, explicite,
Israël ne peut pas être tout seul dans ce combat face au risque d'armement nucléaire en Iran, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle le retrait de l'accord des Américains, ou en tous les cas son désengagement, n'a pas facilité les choses. Et c'est aussi la raison pour laquelle la communauté internationale, les Occidentaux, dans la pression diplomatique, mais aussi économique à l'endroit de l'Iran, et la pression, y compris, je sais pas comment dire ça, mais au regard de ce qui se passe actuellement dans le pays, je trouve que nous sommes en deçà d'une confrontation assumée, policée, mesurée, mais qui ne laisse pas les coups des franches à l'Iran. Et donc, je redis que Israël ne peut pas être tout seul dans ce rôle de lanceur d'alerte, mais c'est pas le bon terme, parce que c'est plus qu'un lanceur d'alerte, c'est de dire c'est nous qui sommes les premiers concernés si jamais on laisse faire par petites touches, par résignation, par indifférence, et les autres peut-être par la suite, et qu'on peut pas laisser Israël dans cette situation. Il nous reste un petit peu, tout juste 10 minutes. Clément, une dernière question, mais plus peut-être sur le regard depuis la France sur la situation en Israël. Vous êtes pour le partage de Jérusalem entre Israéliens et Palestiniens dans le cadre de ce plan de paix ? C'est un des éléments qui figure dans les plans de paix qui avaient pu être construits il y a plus de 25 ans. Et c'est un des points de compromis Jérôme Guedj, vous êtes favorable ? Peut permettre... Oui, j'allais terminer ma phrase et j'assume toujours mes positions. Je pense que dans la construction de ce compromis, la question du partage de Jérusalem est une question qui permettrait de l'obtenir et j'y suis favorable. Bien, c'est l'heure maintenant du mot de la fin, Jérôme Guedj. Et puisque nous parlons d'Israël, des nouvelles élections ont lieu dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. Ce sera les 2 et 16 avril prochains. Nous connaissons d'ailleurs depuis ce week-end la liste des candidats. Quel candidat allez-vous soutenir, Jérôme Guedj ? Il y a une candidature de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et donc en cohérence, alors moi je suis pas impliqué dans cette élection localement, mais par principe, de la même manière qu'on soutient là où il y a des annulations d'élections, les candidats de la NUPES au regard de l'accord qui a été conclu en mai 2022, et donc au premier tour, c'est le soutien pour renforcer l'opposition que nous avons à construire à l'Assemblée nationale, et donc un député au sein de l'intergroupe NUPES de plus, je prends, et donc je soutiendrai la candidature issue de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ça c'est pour le premier tour, et on verra après au deuxième tour, au regard de la conception qu'on a les uns et les autres de ce rôle de parlementaire représentant les Français de l'étranger. Pour moitié, dans cette circonscription, ils sont résidents en Israël, mais l'autre moitié vit en Italie et dans les autres pays, la Grèce, la Turquie, Malte, etc. Pour votre gouverne, votre candidate s'appelle Yael Lerer, a été notamment collaboratrice parlementaire dans le parti politique Balad. Oui, mais attendez, je vais vous parler franchement. Ça fait partie des divergences possibles qui peuvent avoir. Vous savez, hier, on a eu un débat au Conseil national du Parti socialiste pour savoir si dans une élection dans l'Ariège qui a été annulée, on soutenait la candidate qui avait été investie la fois précédente, Bénédicte Taurine, qui est LFI, et on a eu un débat dans le parti avec des gens qui disaient non, ce n'est pas fréquentable pour X, Y ou Z raison. Moi, à un moment donné, on prend ses responsabilités. Je soutiens la candidate issue de l'accord électoral que j'ai conclu avec la réalité des désaccords, rouge à votre gauche, des divergences d'analyse qui peuvent exister. Il n'y a pas de ligne rouge à votre gauche? Vous soutiendrez n'importe quel candidat, même si c'est quelqu'un qui appelle au boycott, qui traite Israël d'état d'apartheid. Pour vous, il n'y a pas de ligne rouge? Puisque c'est le cas de certaines personnes dans la NUPES. Vous savez, moi je siège dans un groupe où, à côté de moi, on prend un parlementaire respectable, ancien candidat à l'élection présidentielle, Fabien Roussel. J'aime beaucoup Fabien Roussel. J'ai un désaccord, comme avec beaucoup des communistes qui ont présenté cette résolution relative à la stigmatisation, nommons-la ainsi, d'Israël, en disant que c'est un régime d'apartheid. Est-ce que je romps les ponts avec eux? Non, je dialogue. J'essaye de les convaincre.
sur cette résolution, à l'origine, il y avait d'autres signataires qu'avec d'autres, j'ai réussi à convaincre de retirer leur signature de cette résolution. Voilà, donc c'est aussi, vous savez, on est différents mais complémentaires. Si j'avais pas été parlementaire NUPES, moi je serais pas à l'Assemblée nationale et je pourrais pas porter cette voie-là. Et donc, dans l'acculturation réciproque, si on peut demain se dire les choses, eh ben disons-nous les choses, assumons les points de désaccord. Après, ceux qui assumeront et qui franchiront les lignes rouges, alors en effet, là, il y a des ruptures. Alors c'est quoi la ligne rouge pour vous, Jérôme Guedj ? Avec lesquels vous me dites pas c'est quoi la ligne rouge pour vous ? Non mais la ligne rouge, c'est celle bien évidemment d'un discours anti-républicain, c'est d'une complaisance avec l'antisémitisme, avec le racisme, avec l'homophobie, avec un certain nombre de valeurs. Avec pour vous, l'antisionisme, c'est l'antisémitisme ? Je vous ai pas entendu. Est-ce que l'antisionisme, pour vous, l'antisionisme, c'est l'antisémitisme ? Il y a évidemment des discours antisionistes qui sont des cachetés d'un discours antisémite. Et moi, je partage la définition de l'IRHA sur la définition en tous les cas, sur le glissement et sur le cache-sexe, pardonnez-moi l'expression, que l'antisionisme peut revêtir par rapport à l'antisémitisme. Et que moi, je suis aussi extrêmement vigilant à ce que d'un côté, on peut avoir une critique légitime de l'État d'Israël, en tous les cas du gouvernement israélien. C'est le cas aujourd'hui. Moi, je suis en soutien de l'opinion publique, des intellectuels, des universitaires, des scientifiques, du monde des affaires, du monde économique en Israël qui s'inquiètent des décisions prises par Benjamin Netanyahou, qui reviennent sur la nature profonde, ontologique, j'allais dire, de l'État d'Israël. Donc ça, on peut le dire, on peut le faire, sans se faire traiter d'antisioniste, sans se faire traiter d'anarchiste, comme le dit Benjamin Netanyahou, ou comme le disent ses alliés de l'extrême droite suprémaciste en Israël. Donc ça, on peut parfaitement le dire, mais par contre, moi, si autour de moi quelqu'un dit Israël n'a pas le droit à l'existence, ça évidemment c'est une ligne rouge qui est franchie. Si on me dit que Israël met en place un régime d'apartheid avec cet objectif derrière, encore une fois, d'essentialiser le débat, là je considère que j'essaye de convaincre les uns les autres de changer de point de vue. Voilà. Barbara Lefebvre, une question là-dessus. Et dans l'élection dont... Oui, justement, quel est votre regard? On a ici des manifestations d'ampleur. Quel est votre regard justement sur les manifestations d'ampleur en Israël contre effectivement la dérive non seulement autoritaire, mais qui est en quelque sorte une négation de ce qu'a été le projet sioniste démocratique qui est aujourd'hui conduit non seulement par Netanyahou bien sûr, mais au service des sbires religieux qui lui permettent d'obtenir sa toute petite majorité? Moi j'ai mal à l'Israël que j'aime quand je vois la situation là-bas. Parce que c'est un pays avec une vitalité politique et il y en a eu parfois à discuter de choix de tel ou tel gouvernement. Et ça participe de la dispute apaisée normale. Mais là, quand on voit des figures morales en Israël, le président de la République, d'anciens présidents, des chefs d'état-major de l'armée, je le redis, le président de la Banque centrale, qui disent que là on touche à l'identité même d'Israël, à sa singularité d'État démocratique. Moi, j'ai pas envie qu'Israël soit comme la Pologne ou comme la Hongrie, une de ces démocraties illibérales, dans lequel on accepte en son sein des porteurs de choses qui sont à l'antithèse, à l'opposé des valeurs constitutives de l'État d'Israël. Donc là aussi, j'espère que dans le cadre de la dispute apaisée, ça pourra être entendu et que Netanyahou, et encore une fois, enfin quand on voit, moi je combats l'extrême droite en France, et donc quand je vois l'extrême droite nationaliste, raciste, homophobe, aux responsabilités en Israël, je suis inquiet comme une grande partie de l'opinion publique en Israël. Mais je sais que c'est pas en donnant des leçons depuis ici. Moi, j'ai besoin qu'il y ait un point d'atterrissage qui soit trouvé et que l'accord de circonstances électorales qu'a dû faire Benjamin Netanyahou pour pouvoir conserver le pouvoir vole en éclats d'une certaine manière et que on puisse revenir à quelque chose, pardonnez-moi de le dire, de plus raisonnable en Israël. C'est sa singularité démocratique qui est en jeu. Et dans le Moyen-Orient, c'est l'argument premier qu'Israël peut mettre en avant
pour justifier son existence propre, évidemment, et pouvoir essayer de construire avec ses voisins une solution démocratique. Donc vous appelez à l'éclatement de la coalition actuelle. Clément Vérinal. Oui, Jérôme Gage, vous avez longuement plaidé pour l'alliance avec la NUP, tout en disant que vous faisiez le tri, mais on n'a d'ailleurs pas toujours compris où était votre ligne rouge. Est-ce que finalement la gauche, c'est-à-dire le camp auquel vous appartenez, n'est pas moins regardante quand elle s'allie à une extrême gauche, wokiste, antisioniste, antisémite, que lorsque la droite, elle, cherche des alliances avec l'extrême droite? En 1 minute, Jérôme Gage, s'il vous plaît. Non, mais je vais être très clair. Moi, donnez-moi une prise de position sur laquelle il y a eu une forme de complaisance. Quand on a eu des désaccords sur des expressions de tel ou tel responsable, j'ai souvent été le premier à monter au créneau. Mais il y a une alliance électorale, il y a un accord programmatique, il y a des gens avec lesquels on a en son sein des désaccords, mais je vous redis que moi je mène la baston de l'intérieur, si vous voulez. De la même manière que moi, comme socialiste, j'ai pu regagner dans une forme de radicalité dans le débat politique, que nous avons pu renouer la confiance avec une partie de nos électeurs qui s'étaient dit attendez, ceux-là ils se sont compromis dans de la triangulation, dans une politique qui n'avait plus rien de gauche. C'est un processus, voilà. Donc moi je suis pas pour réduire le périmètre des gens avec qui je discute. J'ai aucune complaisance avec ceux pour lesquels je vous ai indiqué tout à l'heure, et la ligne rouge, alors je veux bien qu'on y revienne, elles sont claires. Et aujourd'hui, il n'y a aucune position collective de la NUPES qui me pose problème. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jérôme Gage, d'avoir accepté de passer ce soir le grand oral des GGMO. Merci à Clément Vérinal et Barbara Lefebvre qui étaient avec nous depuis Paris. Je rappelle que vous également pouvez participer à ce grand oral. Notre grand oral, Jérôme Gage vous a-t-il convaincu? Rendez-vous sur notre page Twitter, GGMO-I24. À demain pour le débat des GGMO.